Donc je vais effectivement vous parler de la parentalité, mais en ce qui concerne le bébé et le petit enfant. Et je suis un peu stressée parce que, comme me disait un ami, Marika a mis la barre très haut. Et donc, voilà. Alors, je vais envisager différents aspects des modifications sociétales auxquelles sont confrontés les parents, mais évidemment les cliniciens que nous sommes, avec en filigrane une double question. Quel impact sur le développement de l'enfant et de la psychopathologie ont ces modifications et quel impact elles ont aussi sur notre abord psychothérapeutique? Je vais commencer par quelques définitions pour être sûr qu'on parle des mêmes choses. Alors, je vais essayer de donner une définition de la parentalité en m'appuyant sur Pierre de Lion. Donc pour lui, la parentalité désigne l'ensemble des remaniements psychiques à l'œuvre chez chaque parent pour investir le bébé, ce qu'il appelle le travail de la libido, et s'y attacher, le travail de bonding, avec bien sûr toute la question de l'existence d'une pulsion d'attachement chez le bébé. La fonction parentale, par contre, de mon point de vue, serait le ou les rôles que chaque parent va devoir assumer auprès de son enfant pour l'aider à grandir physiquement et psychiquement de la manière la plus harmonieuse possible. On peut distinguer une fonction maternelle et une fonction paternelle. Et je préfère parler en termes de fonctions, comme beaucoup actuellement, parce qu'on le verra, actuellement les fonctions maternelles et paternelles ont tendance à être partagées par la mère et par le père, mais aussi par d'autres intervenants, les puéricultrices, les grands-parents, les nounous qui s'occupent du bébé. Alors je vais commencer par essayer d'approcher la fonction maternelle quand même, qui est fondamentale au cours de la première année de la vie, donc ce sera intéressant de voir l'impact sur la fonction maternelle des modifications sociétales actuelles. Et donc la fonction maternelle permet la construction du narcissisme primaire du bébé. Elle peut être définie en fait comme une fonction de réceptivité et de transformation grâce à la préoccupation maternelle primaire qu'a décrit Winnicott, ou sous un autre angle, la capacité de rêverie que Billon a décrite. Et je ne vais pas revenir là-dessus, évidemment. La mère, donc, est en empathie avec les mouvements émotionnels de son bébé et peut s'adapter avec sensibilité et délicatesse, ça sont les termes de Winnicott, à ses besoins. Ce qui lui permet d'assumer, de mon point de vue, un quintuple rôle auprès de son nourrisson. Lui donner une sécurité de base et le sentiment continu d'exister, ça c'est le premier rôle. Lui permettre de développer ses processus de symbolisation, c'est-à-dire de mise en représentation au fond de son monde intérieur et du monde externe. Lui donner ses premières images identificatoires, les premières images de lui-même qui vont constituer ses assises narcissiques. Préserver son narcissisme en lui permettant de faire des réserves d'illusion, qui est une notion très winnicottienne, et lui permettre de vivre des expériences de plaisir sensuel qui sont le lit du développement de la sexualité infantile et par la suite de la sexualité de l'adulte. La fonction paternelle, vous le savez, prend de plus en plus d'importance au fil des mois et en particulier va pouvoir aider l'enfant au niveau du processus de différenciation et d'autonomisation. Elle comporte, de mon point de vue aussi, différentes dimensions qui sont intriquées. On peut dire que, d'une certaine façon, le père représente l'autre dans la vie de la mère et donc, à ce niveau, introduit la tiercéité. Cet aspect combine des niveaux plus archaïques, c'est-à-dire la découverte par le bébé qu'il n'est pas le centre de la vie de sa mère, ni l'unique objet de son investissement, qu'il fait partie de la deuxième phase de désillusion, mais aussi des niveaux plus oedipiens, puisque le père est l'autre qui a des relations sexuelles avec la mère, ce dont le bébé assez rapidement a l'intuition. Deuxième point, c'est que le père représente le tiers dans la relation mère-bébé, de la même manière, je dirais d'ailleurs, que la mère représente le tiers dans la relation père-bébé. C'est donc le tiers qui tend à la mère et au bébé le miroir de leur relation.
C'est le tiers séparateur aussi pour la mère et le bébé qui va introduire la triangulation et permettre l'autonomisation. C'est aussi le tiers qui amène sa différence, un autre point de vue, je dirais de l'oxygène dans la relation entre la mère et le bébé. La troisième dimension de cette fonction paternelle concerne l'exercice de l'autorité. On verra que c'est très important par rapport aux modifications sociétales. Et bien sûr, la fonction paternelle, c'est aussi un deuxième parent qui va s'offrir comme objet d'amour à l'enfant et aussi comme objet d'identification. Alors bien sûr, tout ce que je vais vous décrire, tout ça, c'est dans le cadre de notre culture européenne et occidentale. Alors, je voudrais revenir donc au cadre sociétal et à son évolution. Ce questionnement que je vais vous soumettre sur l'évolution du cadre sociétal dans lequel nous vivons s'enracine dans ma clinique, en fait. Au niveau des troubles du comportement du tout petit, parce que quand en consultation privée, mais aussi à l'hôpital, les problèmes de comportement type opposition, colère, intolérance à la frustration, je dirais, sont le premier motif de consultation d'une population tout venant. Les insomnies aussi du nourrisson m'ont beaucoup questionné et j'en discutais avec Christine Desmarais l'autre fois et on a le sentiment toutes les deux que le nombre d'insomnies augmente, que c'est un symptôme qui est en pleine augmentation actuellement dans notre société actuelle. Mais bien sûr aussi ce questionnement par des consultations ou expertises qui concernent les modes de garde pour le tout petit, avec toute cette grande question très polémique de la garde alternée. Et puis mon travail dans le service néonatal, comme a dit Jean-Paul, m'a confronté à la précarisation quand même d'une population, une précarisation qui s'aggrave très fortement dans notre société néolibérale, et aussi aux migrants, et j'espère que j'aurai le temps de faire un petit chapitre là-dessus, aux migrants, aux sans-papiers, qui posent dans nos prises en charge psychothérapeutiques la question du poids de la réalité. Je pense aussi aux PMA, qui nous confrontent alors à d'autres formes de parentalité, comme les familles homoparentales. Alors, on a le sentiment d'entrer progressivement dans un autre espace-temps. Alors, le film de Marika nous a tout à fait introduit là-dedans. Et c'est vrai que beaucoup de nos repères sont mouvants, beaucoup de certitudes s'effritent, il y a un sentiment d'insécurité quand même. Il y a des doutes, des incertitudes, mais je crois qu'il faut se méfier du tout fout le camp, de la nostalgie des temps anciens, parce que je crois aussi que ces modifications sont l'opportunité de s'ouvrir à l'inconnu, de réfléchir, de revisiter aussi nos théories, nos dogmes, on peut dire aussi ça comme ça, de réinventer d'autres modèles, parce qu'il n'y a pas évidemment de prêt-à-porter. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'étais très intéressée, donc je vais vous en faire part, par la lecture du petit fascicule Yapaka qui s'appelle « La parentalité aujourd'hui fragilisée » de Gérard Néran. Voilà, si vous avez envie de lire ça, c'est assez intéressant. Et donc, je vais commencer par les modifications au niveau du fonctionnement de la famille actuelle. Et dans ce gros chapitre, je vais commencer par ce qui concerne l'autorité. Parce que quand même, dans notre société actuelle, il y a une remise en cause de l'autorité et de la fonction paternelle. Alors, notre société est issue des sociétés patriarcales, phallocrates. Le père détenait l'autorité, il était le chef de famille. Encore de mon temps, c'était le père qui devait signer, signature du chef de famille. Le père devait signer nos bulletins. Et il est aussi le garant de l'organisation familiale. Alors le XXe siècle a vu la naissance du féminisme et de la lutte des femmes pour l'égalité des sexes. Actuellement, au niveau du droit, en tout cas européen, l'égalité homme-femme est assurée, mais dans la réalité, les choses ne sont pas si évidentes. On en parlait encore hier soir, et beaucoup d'inégalités persistent. Mais le développement des idées féministes a contribué, je pense, à une remise en cause de l'image du pouvoir des hommes, des pères, et donc par ricochet
de l'autorité, de la légitimité de l'autorité. Parallèlement, intriqué avec cette lutte des femmes, il y a eu aussi ce grand mouvement sociétal de contestation de l'autorité et de revendication de la liberté qui a eu son apogée en mai 68, mais qui se poursuit à bas bruit encore, je pense, actuellement. Alors, actuellement, les conceptions éducatives ont changé. L'écoute et la compréhension sont privilégiées, et je pense que c'est certainement, en tout cas du point de vue de psy, une très bonne chose. Mais les limites ont tendance à être vécues comme blessantes et abusives. On peut dire qu'il y a quand même actuellement une dévalorisation, une attaque de la fonction paternelle dans son rôle classique d'exercice de l'autorité, de mise des limites, des règles et des interdits. Comme si le côté structurant de cette autorité qui éduque et vient contrer les velléités d'omnipotence infantile n'apparaissait plus. Ce qui est pointé actuellement, c'est le risque d'abus de cette fonction. Alors, l'autorité, dans son acception de mise en place des règles, amène bien sûr l'interdit de l'inceste et amène aussi la différence des générations, et donc permet pour l'enfant l'apprentissage du renoncement et de l'attente. Ça, c'est le côté structurant de l'autorité. Mais en même temps, toute autorité, c'est clair, comporte un danger de dérive vers l'autoritarisme et contient en son sein une potentielle violence abusive. Par ailleurs, le risque d'un trop grand affaiblissement ou estompement de cette fonction risque de faire émerger une autre violence qui est celle de l'omnipotence. Je reprendrai ça tout à l'heure. Le deuxième point que je voulais aborder dans ces modifications de l'organisation familiale concerne le travail des femmes. Et c'est un chapitre qui me tient assez bien à cœur, et en particulier tout le questionnement qu'on peut avoir sur l'impact au niveau de la fonction maternelle. Actuellement, la plupart des femmes, des mères, donc, travaillent. Alors au départ, c'était une revendication féministe dans le courant du XXe siècle, avec plusieurs buts intriqués. Il s'agissait pour les femmes d'acquérir une indépendance par rapport aux hommes, de sortir du rôle de femme au foyer, de femme qui s'occupe du ménage, de se réaliser sur le plan professionnel au même titre que les hommes. Progressivement, le travail des femmes, même dans nos couches plus favorisées, est devenu aussi une nécessité économique pour la plupart des familles. Actuellement, dans les milieux bourgeois, favorisés en tout cas, les deux conjoints mènent une carrière professionnelle qui les accapare beaucoup, une carrière de concert. Alors, cette évolution du travail des femmes va de pair avec une certaine, je dis certaine parce que je crois qu'il faut nuancer ça, indifférenciation des rôles et fonctions parentales. Il y a actuellement donc une grosse évolution des modèles traditionnel vers un modèle plus égalitaire. Il y a un partage des tâches plus important au niveau du ménage, au niveau de l'éducation des enfants. Et à nouveau, c'est certainement une avancée très intéressante, de mon point de vue en tout cas, de femme, féministe plutôt. Alors les pères peuvent materner, ou certains utilisent le terme de paterner, et les mères peuvent et doivent, je dirais même, exercer l'autorité. Maintenant, qu'en est-il dans la réalité ? Il me semble aussi, j'avais discuté avec Cindy Motry qui va tout à l'heure prendre la parole de cet exposé, il nous semblait que si les pères peuvent prendre le relais, pouponnent, changent les couches, même donnent le biberon, bon ça dépend un peu des familles, mais globalement oui, ce sont quand même les mères qui sont dépositaires de la continuité. Ce sont elles qui ont la responsabilité de l'organisation et de la gestion du quotidien. Ce sont elles qui assument l'intendance, ce sont elles qui portent aussi la culpabilité de travailler. Alors qu'en est-il de qu'est-ce qu'on peut penser de cet idéal égalitaire qui est porté par certaines femmes féministes, mais qui est aussi porté par certains hommes, et là je pense à ces lobbies de pères qui se sont battus pour la garde alternée des bébés et des tout-petits. Par rapport à ça, bien sûr, il y a une première question qui est celle de la personne principale d'attachement, par rapport à laquelle une séparation prolongée est évidemment délétère.
Mais qu'est-ce qu'il en est de cet idéal égalitaire? Alors ça, c'est mon point de vue que je vous donne et qu'on peut soumettre à la discussion pour après. Il me semble que il peut y avoir une certaine confusion entre égalité et indifférenciation. Alors, je voudrais insister sur l'importance de la grossesse et du lien particulier qui se tisse à ce moment entre la mère et le bébé dans cette fusion véritablement corporelle. Marika parlait de la viviparité. Ça, c'est le côté positif, la belle représentation de la viviparité et tout ce lien extrêmement étroit mère-bébé et tout ce qui passe déjà pendant tout ce temps de gestation. Et la gestation, en plus, entraîne une maturation psychique progressive chez la mère vers l'état de préoccupation maternelle primaire et le besoin d'une relation fusionnelle avec le bébé. Puis, quand il y a allaitement, mais de toute façon, donner le biberon, nourrir le bébé est quelque chose de très important, qui est un élément de plus de cette relation fusionnelle. Dans notre société, je dirais, c'est le besoin du bébé d'être avec sa mère et le besoin de la mère d'être avec son bébé n'est pas reconnu. Les congés de maternité sont scandaleusement courts en Belgique, en France aussi, je sais. Aux États-Unis, c'est pire. 3-4 mois en Belgique, 4 mois si on compte le congé d'allaitement. Et les journées de travail sont évidemment très longues. Alors, il y a eu des aménagements pour le travail, pas au niveau du congé de maternité. Il y a eu des aménagements avec le télétravail possible, avec les congés parentaux qui permettent pour les mères de travailler à temps partiel, ou les pères d'ailleurs, mais pour s'occuper de l'enfant. Mais alors que l'importance de la fonction maternelle et des premiers liens est tout à fait reconnue et prouvée, il n'y a pas de place actuellement dans le discours politique qui soit accordé à la maternité. Il n'y a aucune lutte, on ne parle pas du tout d'allongement du congé de maternité, on parle plutôt d'allongement du congé de paternité. Et le politique pense plutôt à créer plus de crèches, puisqu'évidemment il y a une carence en crèches vu que toutes les femmes travaillent. Sous couvert d'égalité, je pense, moi, qu'il y a une non-prise en compte des besoins de la mère et du bébé, et que la temporalité n'est pas prise en compte non plus. S'occuper d'un bébé, l'aider à se développer et grandir pendant la première année de la vie nécessite du temps. Et une femme devrait avoir la possibilité, pas l'obligation, mais la possibilité de s'arrêter un temps plus long, de mettre une pause à sa carrière professionnelle, et puis reprendre une vie professionnelle sans être pénalisée. Parce que bien sûr, on est pénalisé si on prend des congés trop longs dans la société actuelle. Mais bien sûr, les choses sont complexes et chaque situation est différente. Pour certaines mères, la reprise du travail est un soulagement. La relation si proche avec le bébé peut être ressentie comme étouffante. Ça dépend de l'histoire et de la psychopathologie de chacun. Ou bien le congé de maternité, ça j'ai plusieurs patientes comme ça, est vécu comme un frein au développement professionnel. Il peut générer même des sentiments d'agressivité à l'égard du conjoint qui lui peut poursuivre une carrière professionnelle. Il peut aussi générer des sentiments ambivalents par rapport au bébé. Le plus souvent, les mères éprouvent un sentiment de déchirement, je dirais. Lié, très douloureux, d'écartèlement même on peut dire, entre le désir de réalisation personnelle, de poursuivre sa carrière, l'intérêt qu'on a au niveau de son travail professionnel, ou bien pour d'autres, pour la nécessité, par rapport à la nécessité économique de travailler, ça c'est d'un côté, et puis d'autre côté le désir de se consacrer à l'enfant et de s'occuper de l'enfant. La culpabilité est souvent présente, les angoisses de séparation se réveillent au moment de la mise à la crèche, qui ont bien sûr aussi à voir avec le passé infantile de la mère, mais qui peuvent être partagées, qui peuvent passer au bébé, être partagées avec le bébé, on peut dire. Ces sentiments de culpabilité, ces angoisses peuvent générer aussi des difficultés à mettre des limites à l'enfant, comme on le verra peut-être tout à l'heure. Cette période de petite enfance est souvent éprouvante pour les mères qui travaillent et par ricochet éprouvante pour le couple aussi. Les mères ont le sentiment d'un temps minuté, elles ont le sentiment de courir tout le temps,
elles sont chroniquement épuisées. Et je ne parle pas seulement des mères qui viennent me voir avec leur bébé. J'ai des jeunes patientes qui ont des petits-enfants, des jeunes patientes adultes, et je trouve que c'est dur. Parce qu'il faut assurer l'intendance, il faut se débrouiller si l'enfant est malade, il faut rechercher l'enfant sur le lieu d'accueil. Alors là, les pères aident souvent. Il faut assumer une journée de travail bien remplie, et puis dans le court laps de temps avec le bébé, il faut faire les courses, préparer à manger, donner le bain, donner à manger, mettre au lit, assumer les autres tâches ménagères si on n'a pas l'argent pour se payer des femmes de ménage, travailler encore le soir parfois, et continuer une vie conjugale et sociale. Alors, bien sûr, les pères aident actuellement, le plus souvent encore que je vois des familles où ce n'est pas le cas, mais dans une mesure, en tout cas, qui dépend de chaque famille. Alors là, on touche aussi au problème de sommeil, parce que si l'enfant se réveille la nuit, c'est un stress pour la mère. C'est un stress parce que le lendemain, il faut se lever tôt, il faut être performante au travail. Et ce peut être un des éléments qui s'ajoutent aux autres, qui s'ajoutent aux angoisses de séparation, notamment qui peut favoriser les troubles du sommeil chez un petit bébé. Et de toute façon, pour ces mamans, il y a peu de temps pour profiter des moments avec l'enfant et jouer avec lui. Alors le burn-out parental est à la mode. Récemment, dans le cadre de la WE, Michel Benali a fait un exposé en critiquant cette notion. Alors on peut la critiquer, je ne sais pas que je sois fan de cette notion. Elle préfère parler de détresse maternelle primaire. Mais moi je pense qu'il y a quand même quelque chose de spécifique qui s'apparente au burn-out et lié à notre organisation sociale dans cet état d'épuisement chronique de beaucoup de jeunes mères. Alors, je voulais vous lire un petit extrait d'un livre qui s'appelle La Tresse. Je ne sais pas si vous avez lu ça. C'est 3 femmes, c'est le parcours de 3 femmes, parcours emmêlé de 3 femmes. Et je vais vous lire, une des femmes est une avocate... est une avocate pour qui la carrière est extrêmement importante et qui veut, à l'égard des hommes, mener cette carrière et qui ne veut pas être pénalisée parce qu'elle est une femme. Micro. Ah oui, pardon. Chaque matin, elle se réveille à 5 heures. Pas le temps de dormir plus. Chaque seconde est comptée. Sa journée est chronométrée, millimétrée comme ces feuilles de papier qu'elle achète à la rentrée pour les cours de maths des enfants. Il est loin le temps de l'insouciance, celui d'avant le cabinet, la maternité, les responsabilités. Il suffisait alors d'un coup d'œil pour changer le cours d'une journée. Et si ce soir on faisait ? Et si on partait ? Et si on allait ? Aujourd'hui, tout est planifié, organisé, anticipé, plus d'improvisation. Le rôle est appris, joué, répété chaque jour, chaque semaine, chaque mois, toute l'année. Mère de famille, cadre supérieur, working girl, It Girl, Wonder Woman, autant d'étiquettes que les magazines féminins collent sur le dos des femmes qui lui ressemblent, comme autant de sacs pesants sur leurs épaules. Sarah se lève, se douche, s'habille. Ses gestes sont précis, efficaces, orchestrés comme une symphonie militaire. Elle descend à la cuisine, dresse la table du petit déjeuner, toujours dans le même ordre. Lait, bol, jus d'orange, chocolat, pancakes pour Anna et Simon, céréales pour Ethan, double café pour elle. Elle a 3 enfants. Elle va ensuite réveiller les enfants, Anna d'abord, puis les jumeaux. Leurs vêtements ont été préparés la veille par Ron, donc son mari, le babysitter, pardon. Ils n'ont qu'à se débrouiller et enfiler pendant qu'Anna remplit les lunchbox. C'est une affaire qui roule aussi vite que la berline de Sarah dans les rues de la ville pour les déposer à l'école. Simon et Ethan en primaire, Anna au collège. Encore un. Accaparée par son travail au cabinet, Sarah avait dû renoncer à partager de nombreux moments avec ses enfants. Faire l'impasse sur les sorties scolaires, les kermesses de fin d'année, les spectacles de danse, les goûters d'anniversaire, les vacances. Mais tout ça lui pesait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle savait que tous ces instants ne se rattraperaient pas et cette pensée l'affectait. Elle la connaissait bien, cette culpabilité des mères qui travaillent. Elle l'avait assaillie dès la naissance d'Anna. Dès ce jour terrible où elle avait dû la laisser, alors âgée de 5 jours, dans les bras d'une nounou pour gérer une urgence au cabinet qui l'employait. Elle avait vite compris qu'il n'y aurait pas de place dans le milieu où elle évoluait pour les atermoiements d'une mère éplorée.
Elle avait caché ses larmes sous une épaisse couche de fond de teint avant d'aller travailler. Elle se sentait déchirée, écartelée, mais ne pouvait se confier à personne. Elle enviait alors la légèreté de son mari, cette fascinante légèreté des hommes, chez qui ce sentiment semblait curieusement absent. Ils passaient la porte de chez eux avec une insolente facilité. En partant le matin, ils n'emportaient que leur dossier, alors qu'elle traînait partout le fardeau de sa culpabilité comme une tortue sa lourde carapace. Au début, elle avait tenté de lutter contre ce sentiment, de le rejeter, de le nier, mais elle n'y était pas parvenue. Elle avait fini par lui faire une place dans sa vie. La culpabilité était sa vieille compagne qui s'imposait partout sans y être invitée. Elle était cette pancarte de publicité dans un champ, cette verrue au milieu d'un visage, disgracieuse, inutile, mais c'était ainsi. Elle était là, il fallait faire avec. Alors, là, on parle du côté des mères, mais qu'en est-il du côté du bébé ? Alors, je vais vous poser des questions, je n'ai pas les réponses. Mais on peut se demander quel est l'impact sur la construction de son psychisme et de son développement de ces séparations précoces, à un moment où une satisfaction étroite de ses besoins, en lien avec une présence maternelle chaleureuse et attentive, est nécessaire pour lui donner le sentiment continu d'exister. Quel est l'impact de longs moments de séparation avec la mère et le père, alternant avec des moments de retrouvailles plus ou moins satisfaisants ? Quel est l'impact d'une vie communautaire précoce dans laquelle la nécessité d'attendre et de supporter la frustration vient très précocement ? Mais c'est clair, en tout cas de mon point de vue, que la période de mise à la crèche peut être le moment d'éclosion de différents symptômes. Alors, je ne parle jamais en termes de causalité, mais c'est certainement un événement déclenchant des symptômes, en particulier les problèmes de sommeil et les problèmes d'alimentation, qui sont bien sûr multifactoriels, comme on le verra dans la situation si j'ai le temps de vous présenter des vignettes. Alors, le troisième point qui concerne les modifications du fonctionnement familial concerne bien sûr les séparations du couple et les divorces. Le XXe siècle a vu l'avènement de la famille nucléaire, puis sa fragilisation, puis son éclatement, avec la multiplication actuelle des séparations et des divorces. Plusieurs facteurs sont sous-jacents à cette évolution. Il y a l'évolution des mœurs, avec une liberté sexuelle plus grande. Il y a aussi, ça a été souligné par Marika, et je le reprendrai après tout à l'heure, la priorité mise à l'épanouissement personnel à tout prix. Il y a la désinstitutionnalisation du mariage, dont le caractère sacré a disparu. Actuellement, comme le dit Néran, c'est la venue de l'enfant qui fonde la famille et pas du tout le mariage ou la mise en couple. Les couples aussi actuels se forment sur le sentiment amoureux et l'attirance sexuelle, qui doivent, et le sentiment amoureux et l'attirance sexuelle doivent rester forts quand ils s'affaiblissent, quand la passion disparaît. Souvent, les couples actuellement éclatent. Donc, les couples sont fragiles, se défont assez vite, d'autant qu'il n'y a plus d'interdit social qui met à l'index les séparations. Ça, c'est un point. Alors, quand même, le développement des PMA, je n'aurai pas le temps de développer cet aspect, ça nécessiterait peut-être toute une journée de séminaire, mais le développement des PMA de manière un peu sauvage en Belgique, sans beaucoup de préoccupations éthiques et cliniques parfois, ça dépend des hôpitaux, mais mène à de nouvelles parentalités. Et c'est clair que actuellement, on est à l'ère de nouveaux modèles familiaux, les familles recomposées, bien sûr, les familles monoparentales, les familles homoparentales. Les familles monoparentales, juste un petit mot, parce que je pense qu'elles sont particulièrement à risque. Elles sont particulièrement à risque sur le plan économique, avec une précarisation très importante. Aussi sur le plan relationnel, ce sont souvent des dyades ou triades, ça dépend s'il y a plusieurs enfants, mais il y a peu de soutien, parce que c'est souvent une mère et un ou plusieurs enfants. C'est beaucoup plus rare d'avoir une famille monoparentale avec un père. Et donc, il y a peu de soutien, il n'y a pas de tiers. Ce sont des mères seules, soit qu'elles ont fait le choix de faire un enfant seul, par insémination, soit qu'il y a eu séparation, le père est parti, mais pas toujours, ça peut être elles qui sont parties aussi. Mais quand même, dans la majorité des situations que je vois, le père s'occupe peu de l'enfant
et donne peu d'argent. Ça, c'était pour le fonctionnement familial. Je voudrais aussi maintenant aborder un autre niveau qui est, ce qui me semble, l'accroissement de la dimension narcissique du fonctionnement individuel et du lien à l'autre dans notre société. Alors, ces enjeux narcissiques peuvent prendre différentes formes intriquées. C'est la nécessité de réussite sur tous les plans, réussite sociale, financière, intellectuelle. C'est le droit à l'épanouissement personnel et au bonheur plutôt qu'une préoccupation pour le groupe familial et social. C'est aussi la recherche de la complétude à travers la possession matérielle qui est très importante dans cette société-ci. La contrainte de l'idéal du moi, avec ses exigences de perfection, s'impose au niveau de la conflictualité interne de chacun. Et cette contrainte va s'exercer pour les parents et pour l'enfant. Les velléités d'omnipotence infantile, on le voit dans les troubles du comportement, restent en tension de manière plus marquée qu'avant, que ce soit au niveau individuel, mais aussi au niveau groupal. Derrière cette omnipotence, derrière ces exigences, se profile bien sûr l'impuissance et la dépression, et en particulier la dévalorisation. Je pense qu'on est vraiment à l'ère de la dévalorisation, alors qu'au temps de Freud, on était à l'ère de la culpabilité. Et tout se passe actuellement comme si le processus de désillusion décrit par Winnicott, contemporain des processus d'individuation et d'autonomisation, perdait de sa légitimité, était entravé. C'est comme si les parents ne voyaient plus le côté structurant de ce processus. C'est comme si les parents étaient surtout en contact avec la douleur narcissique de l'enfant et voulaient lui épargner ces douleurs, avec tout l'écho, bien sûr, que cette douleur a en eux au niveau de leur histoire personnelle. Les limites, on l'a déjà dit, par rapport à l'autorité, mais aussi sont vécues comme narcissiquement blessantes. Le manque et l'échec ne sont plus considérés comme des expériences de vie nécessaires, mais sont ressentis comme mauvaises, devant être évitées. L'échec serait le signe honteux de l'insuffisance du sujet. Alors cette pression narcissique s'exerce sur les parents. Il faut être capable de procréer. La grossesse, l'accouchement, l'exercice de la parentalité deviennent des enjeux narcissiques majeurs. Il faut réussir sa parentalité et être des parents parfaits. À ce niveau-là aussi, les parents ont une grande connaissance, en tout cas ce qui concerne les premiers liens, l'importance des premiers liens, l'importance de la fonction maternelle, ce qui peut avoir, on en discutait aussi avec Cindy, un effet paradoxal de diminuer la spontanéité, de créer des angoisses, au fond, de ne pas être à la hauteur de cette tâche écrasante. Mais les exigences narcissiques pèsent aussi, bien sûr, sur le bébé, sur l'enfant, sur l'adolescent, d'autant qu'il y a un petit nombre d'enfants par famille actuellement, et donc ils sont chargés de combler, de renforcer, de réparer le narcissisme de leurs parents à travers leur réussite, et de manière plus exacerbée qu'avant, puisque ça a toujours existé, évidemment. Et la forme que ça va prendre dépend bien sûr de chaque famille. Maintenant, cette pression s'accompagne aussi d'un réel désir d'accomplissement et d'ouverture pour l'enfant. Et il y a quand même dans ces exigences de réussite et surtout dans toutes ces opportunités d'épanouissement qui sont offertes à l'enfant, quelque chose qui peut être un moteur pour lui, mais seulement dans la mesure où un espace existe qui lui permet de s'approprier ce qui lui est offert, comme un trouvé créé. Alors ces pressions peuvent amener bien sûr des comportements de révolte, de colère, aussi des syndromes dépressifs, la dévalorisation, des comportements d'inhibition, de mise en échec, des fonctionnements en faux self. On connaît actuellement la multiplication des activités extrascolaires pour les enfants qui ont des agendas de ministres, comme me disait une patiente récemment. L'importance de la recherche d'une école qui prend au niveau de notre société aussi une place très très grande. Il faut la meilleure école pour l'enfant. Les enfants qui reçoivent les jouets avant d'avoir pu les désirer, et donc
qui ont beaucoup de mal à jouer avec les jouets. Tout ça, ce sont des choses que l'on connaît. Mais ça, c'est dans les milieux favorisés. Alors, je pose un peu la question, qu'est-ce qu'il en est dans les milieux moins favorisés ? Alors, je crois que ces tendances sont présentes aussi dans des milieux belges ou émigrés, d'ailleurs moins favorisés, mais non précarisés de manière importante. Et là, l'enjeu est également très grand, peut-être même plus grand encore, parce qu'il y a l'attente d'accéder à un autre milieu social à travers l'enfant. Ils ne veulent pas que l'enfant vive ce qu'eux-mêmes ont vécu. Et je suis d'ailleurs frappée, comme beaucoup de parents migrants qui ne parlent pas le néerlandais, et même avec des enfants qui ont des retards de langage, comme on en voit dans le follow-up des bébés prématurés, les parents mettent contre tous les conseils qu'on peut leur donner leur enfant en enseignement néerlandophone, parce qu'il y a l'idée en Belgique que c'est un gage de réussite sociale et professionnelle. Alors pour les milieux très précarisés, j'ai le sentiment que les préoccupations principales sont autres, presque au niveau d'une survie économique, mais quand même, je pense que la blessure et la dévalorisation narcissique est extrêmement présente dans ces milieux-là. Avant de passer aux vignettes cliniques, je voudrais vous dire un petit mot de la précarisation. Ça, c'est mon troisième point, mon troisième niveau, je dirais, croissante dans notre société, dans laquelle se creusent quand même les inégalités sociales. Et il y a ces inégalités sociales, il y a aussi tout le phénomène des migrations, et à laquelle on est confronté quand on travaille à l'UDERF, notamment en liaison pédiatrique. Et là, on est en plein plongé dans non seulement la clinique de la précarisation, mais aussi la clinique du traumatisme. Et on est confronté à des cliniques qui posent quand même des questions de prise en charge. Alors je dirais que parallèlement en Belgique à cette précarisation, il y a une précarisation il y a une précarisation aussi du système des réseaux de soins, avec Maggie De Bloch comme ministre, qui privilégie bien sûr les abords comportementaux, bref, qui privilégie dans ses subsidiations des psychothérapies rentables, limitées dans le temps, ou alors les projets qui visent une prise en charge en urgence, avec une méconnaissance totale de la psychopathologie, comme si en 5 consultations, alors ça peut arriver bien sûr, mais c'est 10 ou 15% les thérapies brèves, c'est 10 ou 15% de nos consultations. Le reste nécessite une prise en charge au long cours, avec aucune préoccupation par rapport à la subsidiation des prises en charge au long cours. Et moi qui supervise des équipes SOS, je suis frappée par le manque cruel de moyens pour les suivis. Enfin, c'est vraiment un scandale. Et je pense aussi au manque de moyens des pouponnières pour pouvoir accueillir les enfants qu'on séparerait de leur famille. Alors un petit mot pour les migrants, et puis je passe aux vignettes cliniques. Oui, ça va, je suis plus ou moins dans les temps. Alors là, il y a un livre qui m'a beaucoup touchée, que je trouve formidable, de Christine Davoudian, qui était là aussi pour notre congrès de la WEM, qui a écrit, c'était un ouvrage collectif, mais Mère et bébé sans papier, dans 1001 bébés, chez RS, et qui est vraiment très intéressant, où elle parle, elle, des femmes seules, avec des enfants sans papier, qui sont particulièrement précarisés, et c'est vrai qu'on en voit de plus en plus à l'hôpital des enfants aussi. Ce sont des femmes qui n'existent pas comme sujet, qui n'ont plus aucun droit, elles n'ont pas de papier, pas de droit. Elles cumulent une insécurité sociale quasi impossible à résoudre, c'est extrêmement dur de prendre en charge ces patientes, et qui sont génératrices d'une angoisse envahissante. Elle cumule des difficultés économiques énormes, l'absence d'étayage familial et surtout une histoire personnelle traumatique, que ce soit au pays, puisqu'elles sont parties, ou pendant le trajet de l'exil aussi. Et la question est quand même, d'une part, la question clinique, comment les prendre en charge de manière psychothérapeutique avec, ce poids de la réalité, peut-être on peut en dire un mot tout à l'heure, mais on peut aussi se poser la question de l'impact de ces conditions de vie extrêmes sur la préoccupation maternelle primaire, sur le lien qu'elles vont développer avec leur bébé et le regard qu'elles vont poser sur lui.
Alors, un dernier petit point quand même, c'est qu'il y a de profonds changements qui amènent l'apparition de nouveaux modèles, de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de concevoir l'éducation. Mais je pense que ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que chacun de nous reste imprégné par les normes, les façons de concevoir, de ressentir, de faire des générations précédentes. La transmission transgénérationnelle est active et des identifications profondes et parfois cachées se sont développées dans le contact précoce avec nos propres parents. Donc il reste en chacun de nous un tiraillement important, dont peut-être d'ailleurs cet exposé est le reflet, un tiraillement important entre ce qui nous vient du passé et ce qui imprègne le présent. Voilà, juste pour vous dire, pour conclure, que j'ai le sentiment que ces modifications socioculturelles sont en background, comme une enveloppe, et que c'est important de les avoir en tête, qu'on ne les travaille pas vraiment directement, qu'il s'agit presque d'une dimension muette, je dirais, qu'on peut éventuellement mettre en mots. Actuellement, c'est comme ça, ou parler de ces reprises de travail trop rapides, oui, ça, c'est des choses qu'on peut mettre en mots. Mais j'ai l'impression que l'idéologie sociale fait que la problématique interne des parents se déploie, et du bébé se déploie autrement. Que cette idéologie sociale permet l'ouverture à certains mouvements inconscients plus que d'autres, et qu'elle va favoriser une certaine conflictualité aux dépens d'autres potentiels. On pourrait voir le contexte social comme un terrain dans lequel s'enracinent plus facilement certains aspects psychopathologiques, plus que d'autres, ou dit autrement, ce contexte permet que certaines voies pathologiques s'expriment, se déploient aussi plus que d'autres. Voilà, à ma conclusion.